Et bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette 12e émission de Meet and Greet. Et aujourd'hui, on vous propose une émission restaurant depuis le Collision à Lyon. Je crois que Ben, tu peux nous en parler. Oui, alors Collision, c'est un lieu qu'on a ouvert avec mon frère il y a 2 ans. Donc c'était un bar associatif et culturel. On propose des événements culturels divers et variés, avec autour de la musique, théâtre, tatouage. On fait aussi des expositions. Et puis après, le soir, on range tout et puis on fait un événement où... Voilà, ça peut être de la musique, du live, concert, voilà. En tout cas, un gros soutien à la culture. Et aujourd'hui, tu nous laisses les rênes. Et nous, on vous a préparé un menu. Alors, j'espère que vous allez aimer, puisqu'on a invité Théo. Théo, c'est un artiste montpelliérain que vous devez connaître, qui est actif depuis plus de 10 ans sur la scène techno-mélodique. Il a notamment signé 2 EP sur le label de Stéphane Bodzin, avant de lancer son propre label, c'est La Beauté. Et là, il s'apprête à sortir son 2e album, qui s'appelle Infinity. Et voilà, il est venu nous en parler et nous faire aussi un petit extrait live. Et je crois que Nickel aussi, tu as préparé 2-3 petits trucs dans ta cuisine. C'est ça. Moi, à la carte, du coup, on se retrouve avec 2 reportages. Le premier, on va aller chez Romain Garcia, découvrir ses machines, son univers. On va parler musique technique. Et le deuxième reportage, on se retrouve dans la rue avec un micro-trottoir sur la réouverture des clubs. On va aller à la rencontre des gens, savoir leur ressenti et savoir déjà s'ils sont au rendez-vous. Voilà. J'espère qu'on les trouvera. Fameux, hein. Bon, j'espère en tout cas que ça va vous plaire, tout ça. C'est le programme du jour sur Meet and Greet. On tente des trucs, hein, qu'est-ce que vous voulez. Meet and Greet 12 au coin du cube avec Théo. C'est parti. Salut Théo. Salut. Comment ça va? Bah super. Ouais, la forme. Merci d'avoir fait le trajet depuis Montpellier jusqu'à Lyon pour venir sur Meet and Greet. Avec plaisir, merci de m'inviter. Écoute, on est vraiment contents. Et justement, là, on sent que les soirées, ça y est, tout reprend. Est-ce que le rythme aussi, pour toi, ça reprend la bougeotte? Ouais, complètement. On était un peu à l'arrêt là, ces derniers mois, et puis ça reprend bien, donc ouais, impatient. Ouais, c'est un truc qui te plaît dans ta carrière, ça, de toujours bouger, d'être toujours en mouvement Oui, alors c'est plutôt des phases. Quand on bouge beaucoup, on a envie de rentrer à la maison, et quand on bouge pas, on a envie de rebouger. Donc il faut savoir trouver un équilibre entre les deux, quoi. Je te demandais tout ça pour le coup, parce que c'est vrai que j'avais vu que tes premières dates, c'était au Japon, il commence à y avoir quelques années, 7-8 ans. Ouais, ma première date à l'étranger a été au Japon. Ouais. Donc j'avais joué quelques fois en France, plutôt dans le coin de Montpellier. Et puis on m'a demandé de jouer au Japon, ce qui était surréaliste. La plupart des DJ jouent... en Espagne, en Allemagne, à côté. Mais moi, du coup, au Japon, quoi. Donc, j'étais méga stressé. J'avoue que j'ai très peu de souvenirs, tellement c'était un choc émotionnel de partir là-bas. C'est aussi un choc de culture. Hein. C'est tellement différent de chez nous, quoi. Qu'est-ce qui t'a ouvert cette opportunité, un peu, de se retrouver à l'autre bout du monde comme ça? Alors en fait, visiblement, ils avaient découvert ma musique sur SoundCloud. Okay. Et ils ont adoré, et ils avaient envie de lancer un concept, ça s'appelait Space Flower. Et du coup, j'étais le premier de leur série à partir jouer dans un club qui s'appelle le Module. Donc moi, j'avais jamais entendu parler, mais quand je suis allé là-bas, j'ai vu des tags, il y avait Timid Boy, ce genre d'artistes français. J'étais là, ah ouais, en fait, je suis loin d'être le premier à faire ça, quoi. Donc ouais, quand même une surprise assez incroyable, quoi, de se dire quelqu'un m'a écouté au Japon et veut me faire venir jouer. De découvrir un public étranger comme ça, avec une autre culture, qu'est-ce que ça t'a fait ressentir un peu? Alors, au Japon, il y avait un truc encore différent des autres, c'est que peu de gens parlent anglais là-bas, en fin de compte. Donc, heureusement, les organisateurs parlaient un petit peu anglais, on pouvait communiquer. Mais moi, avec le stress, ça faisait 2 ans peut-être que je faisais de la musique, donc c'était vraiment tout frais. C'était surréaliste pour moi, littéralement. Donc, c'était agréablement surprenant de voir qu'en fait, dans la musique électronique, en fin de compte, le dance floor, c'est assez similaire. En fait, il n'y a plus de barrière, il n'y a pas cette barrière de culture, quoi. J'ai l'impression que la musique électronique ouvre une porte où ça devient universel, en fait. Les endroits où je joue, les publics sont certes différents, mais malgré tout, il y a quand même cette similarité qu'on retrouve. Et c'est quelque chose qui me fait chaud au cœur de voir ça, en fait. Justement, maintenant, avec le recul un peu de toutes ces années, quand tu repenses à ces premières années de carrière, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce
Qu'est-ce que tu ressens? Moi, alors peut-être, c'est mon avis personnel, mais je pense que j'étais pas prêt. J'ai voulu aller trop vite sur plein de choses et j'étais pas assez mûr musicalement pour pouvoir me présenter devant les gens. Alors, j'ai pas eu de vraies mauvaises expériences. En général, ça s'est toujours bien passé. Mais quand je regarde ce que je faisais à l'époque, j'en suis moyennement fier. En fait, j'ai du mal à aimer les morceaux que je faisais au début. J'ai l'impression que j'ai tellement évolué, tellement appris techniquement, musicalement, que je suis pas extrêmement fier de ce que j'ai fait dans le passé. Qu'est-ce qui te déplaît justement peut-être pour mieux comprendre Déjà la sonorité, la simplicité. Des fois, il y a des erreurs grossières d'accords. Ouais, je pense que je me suis projeté un peu trop vite. Mais par contre, ça m'a permis de forger une expérience. Donc aujourd'hui, je regrette pas du tout. Mais je pense que j'aurais peut-être dû attendre un peu, de mûrir un peu plus avant de me projeter devant un public. Et c'est juste ton expérience qui t'a fait avancer ou t'as pris, par exemple, des cours ou t'as eu des conseils d'artistes qui ont pu donner... Les conseils d'artistes, ouais. En fait, dès qu'on rencontre quelqu'un, surtout au début, on a plein de questions à poser. Comment tu fais ça? Comment tu fais ci? On est stimulé, quoi. Et puis... j'ai eu la chance de rencontrer plein de gens qui ont envie de partager, quoi. Donc, c'était le mec qui m'a le plus aidé dans ma carrière, c'est Ento. En fait, on a fait une date ensemble, je crois que c'était en 2012, dans un club à Montpellier. Et je jouais avant lui et il a adoré ce que j'ai fait. On a gardé le contact et il m'a vachement aidé. Moi, à l'époque, je bossais sur un logiciel qui s'appelait Fruity Loops et c'est lui qui m'a guidé de basculer sur Ableton Live. Et il m'a vachement épaulé et donné plein de conseils, plein de techniques. Moi, j'adorais déjà sa musique à l'époque, donc d'avoir l'aide de sa part, c'était la meilleure aide que j'ai eue. Par contre, j'ai jamais pris de cours de ma vie, vraiment un peu autodidacte, quoi. Mais quand même, tu as été validé par d'autres artistes, donc ta musique, même si toi, t'en étais pas satisfait, elle était pas mauvaise, tu peux pas dire... Non, évidemment, c'est le regard que je porte. Je suis très critique envers moi-même et encore aujourd'hui, les morceaux que je sors, pour moi, j'entends toujours des choses à modifier. Je serai jamais satisfait à 100%, mais il faut savoir arrêter à un moment donné. L'imperfection fait aussi la part de l'œuvre. Donc, des fois, je lâche prise et je libère ça comme ça. Ento, on n'a jamais vraiment montré qu'à un moment donné, on était proches et qu'il m'aidait énormément. Ça s'est un peu fait naturellement, sans artifice, quoi. Donc, après, il y a d'autres artistes comme Stéphane Bodzin, j'ai signé sur son label, il m'a donné sa confiance. J'ai signé 2 EP, en vrai, c'est quand même assez incroyable. Moi, à mon niveau, il y avait des légendes qui signaient sur ce label et j'arrivais à rentrer là-dessus, quoi. Donc, c'était quand même quelque chose d'incroyable. Hein. De signer avec le label de Stéphane Bodzin, ça a dû t'ouvrir des portes considérables dans ta carrière. Est-ce que ça t'a donné un élan de confiance aussi, poussé, montré sur le devant de la scène? Pour être 100% transparent, je pense que j'avais... Là, on reparle encore de la maturité que j'avais pas à l'époque. J'avais tellement une attente et tellement... J'allais me dire, ça y est, ça va péter, qu'en fait, oui, il y a eu des portes qui se sont ouvertes, mais au final, j'ai été déçu parce que je me suis trop projeté. Et ça m'a servi de leçon énorme. En fait, à l'époque, j'étais trop dans le mode... là, il m'arrive quelque chose de bien, donc en fait, il y a plein de portes qui vont s'ouvrir à moi, ça y est, ça va être parti. Et en fait, non. En fait, il faut continuer à bosser et des fois, on acquiert des choses et ça met que quelques années à se répercuter. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je subis encore les répercussions d'avoir signé sur le label de Bodzin, mais ça a mis du temps. Je pensais trop que ça allait partir tout de suite et en fait, non. Voilà. Est-ce que ça peut être un conseil que tu peux donner aux jeunes artistes, du coup, de prendre son temps dans sa carrière? Oui, prendre son temps et puis aussi ne pas avoir des attentes. En fait, avoir des attentes, c'est le meilleur moyen d'être déçu. Et ça, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre. Bon, aujourd'hui, j'attends plus rien. Je me laisse un peu guider par le vent et les projets. Et en fait, c'est beaucoup plus enthousiasmant. Ça motive beaucoup plus et on est rarement déçu. Pour rester aussi sur ta carrière, on en a parlé donc de tes signatures sur le label de Stéphane Bodzin. Et pourtant, en 2016, en 2016 plutôt, tu décides de lancer ton propre label, Leiboti. Ça peut paraître en tout cas contre-courant. C'est vrai, quand tu te retrouves sur un gros label comme celui de Stéphane Bodzin, pourquoi choisir de devenir vraiment indépendant et de développer ton projet toi-même tout seul de ton côté? Alors en fait, souvent quand on signe sur les labels, eux, ils cherchent quelque chose d'assez spécifique. Tous les labels sur lesquels j'ai signé, ils avaient une espèce de ligne directrice et
En gros, moi, j'avais un peu de mal à me dire je vais rentrer dans cette ligne directrice, j'avais juste envie de faire mon truc. Des fois, ça matchait. Par exemple, pour le label de Stéphane Bodzin, je me suis pas mis en tête je vais faire de la musique pour ce label. J'ai fait de la musique, j'ai envoyé et ça a été accepté. Mais ça devenait de plus en plus dur. J'essayais d'expérimenter de nouvelles pistes que je ne pouvais pas explorer. Il n'y avait pas de label qui existait qui pouvait me donner cette liberté, quoi. Donc, c'était le moment de créer ce label vraiment pour pouvoir être libre, quoi, et faire ce que je veux. Tu penses que les labels aujourd'hui sont trop cadrés dans un style, dans une ligne directrice précise? Non, ça peut paraître logique de leur point de vue. Dans un business model, je trouve que ça peut paraître cohérent. Moi, par contre, j'ai pas envie de faire ça. Voilà, c'est-à-dire que souvent, ce que je signe sur le label, c'est assez différent. Et je signe ce que j'aime, et puis je me prends pas trop la tête avec ça, quoi. Est-ce que c'est ça aussi, tu as voulu avoir un environnement autour de toi qui te corresponde avec ton label ou pas? Oui, et puis aussi... Parce que du coup, tu donnes l'opportunité à d'autres aussi, tu changes de casquette. Ouais, complètement. Alors à la base, c'était vraiment pour donner des opportunités à mes amis proches, et puis leur donner une expression. Et puis après, j'ai signé des artistes que j'avais jamais rencontrés, parce que juste ils m'avaient envoyé un démo et qu'il y avait un feeling qui se passait. Et puis, en fin de compte, il y a eu des agréables surprises et des amitiés qui se sont créées via ça, quoi. Et toi, justement, du fait d'être passé du côté label manager, comment tu vois ça? Comment tu vois le rôle, finalement, d'un label pour un artiste aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il doit lui apporter? Alors, ma réflexion, elle a mûri, parce que quand j'ai lancé le label, j'avais aucune expérience là-dedans, et puis ça n'existe pas, les formations là-dedans, en fait. Si, on peut faire peut-être des stages chez des gens, mais encore une fois, je suis dans une démarche où j'ai envie d'être libre. Et en fait, si je me cantonne à quelque chose, ça ne sera pas la bonne direction, ça ne sera pas ce que je fais. Et aujourd'hui, je pense et j'espère que les artistes que je signe, ce que j'essaie de leur donner, c'est de la visibilité en réalité. C'est essayer de leur donner un public, et notamment mon public, en fait. Les gens qui me suivent beaucoup, ils voient bien ce que je signe sur le label, et donc j'essaie de donner un peu mon audience sur des choses que j'aime et peut-être répercuter cette aura vers d'autres artistes, quoi. Par rapport au label, je t'ai prévenu avant, on t'a fait des petites surprises. Ah, okay. Il y a un collègue DJ à toi qu'on a reçu dans Meet and Greet, qui s'appelle Joris Delacroix, et qui avait une petite question pour toi, justement, par rapport au label. Salut Théo, c'est ton ancien voisin, je sais pas si tu te souviens de moi. Moi, je sais que tu gères ton label La Beauté avec brio depuis plusieurs années. Et j'ai une question pour toi, c'est quels sont les aspects les plus intéressants, les plus passionnants dans le fait de gérer un label? Qu'est-ce qui, toi, t'anime le plus? Ah, c'est cool qu'il ait posé une question, trop bien. Ah oui, on remercie Joris d'avoir joué le jeu, c'est cool. Et alors moi, ce qui m'anime le plus, c'est la sensation de partir de rien et d'aboutir à donner une œuvre artistique au public. Et en fait, tout ce processus de création, il va pas que musical, il est aussi dans l'artistique visuel, quoi. Donc, de partir de rien et créer quelque chose pour le proposer, c'est ça qui m'enthousiasme le plus. Alors, je dis créer, quand c'est d'autres artistes, c'est pas moi qui crée la musique, mais quand c'est moi, ben voilà, j'ai le sentiment de partir de rien et de livrer quelque chose au public, quoi. Voilà. Mais du coup, tu accompagnes quand même tes artistes à leur donner une sorte de package autour de leur musique, quoi. Ah, mais je pense qu'il y a très peu de labels qui font ça. C'est-à-dire que souvent, quand je signe un artiste, même si je ne l'ai jamais rencontré, je veux absolument l'avoir au téléphone, discuter avec lui. On réfléchit aussi des choix qu'il a fait. S'il y a des choses... alors, j'essaye pas de les guider, mais j'essaye de rendre leurs propos le plus intelligible possible. C'est-à-dire que des fois, dans leur création, je sens qu'il y a des petites choses qui peuvent être améliorées, et c'est pas dans l'aspect artistique, mais plus dans l'aspect de la production. Donc, je les appelle, je leur donne des conseils. Est-ce que tu revois avant que j'envoie à mon ingénieur son? D'ailleurs, mon ingénieur son m'adore pour ça, parce que je lui pré-mâche le travail. Je dégrossis un peu tout ça avant d'envoyer. Et donc, en fait, l'échange avec l'artiste me permet de le découvrir, et en même temps, lui, ça lui permet de voir que je suis très impliqué. C'est-à-dire que je ne vais pas, comme certains labels font, OK, c'est ton morceau, on signe, on te dit dans 15 jours ça sort, et puis terminé. Non, moi, je veux créer ce lien d'amitié avant tout, quoi, et ouais, de faire une collaboration. Est-ce que tu as un artiste à nous partager, que tu as signé sur ton label, quelque chose qui t'a marqué? Pourquoi pas Romain, qui est juste là. Romain,
Alors, lui, ça fait partie des personnes qui m'ont envoyé une démo comme ça, par email. Le track, je le trouve incroyable, vraiment. Et on l'a sorti sur une compile et on s'était promis qu'on allait sortir un EP. Ça a mis du temps. Finalement, c'était pas un EP parce qu'on a dérivé, on a décidé de faire plutôt des singles qui nous semblent plus intelligents de mettre en place. Et puis là, je sors de studio avec lui aujourd'hui et hier. On a commencé à bosser quelque chose. Il a une touche incroyable. Il a un potentiel, mais vraiment extraordinaire. Et il ira très loin. Il faut juste qu'il s'en donne les moyens. On ira suivre ça. Hein. Minora. Et j'ai dit Romain, mais il s'appelle Minora, son nom d'artiste. Voilà, maintenant, t'as la mission, là, Romain. T'as plus le choix. Mais c'est cool, mais justement, ça, par rapport à tout ce que tu disais et l'expérience que tu as gagnée au fil des années, c'est quoi le conseil que tu aurais aimé qu'on te donne, justement, quand tu te lançais, que tu disais que tu manquais peut-être un peu d'expérience, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise? En fait, étrangement, le conseil, on me l'a donné et j'arrivais pas à l'entendre parce que je suis quelqu'un d'assez impatient et en Ento, il m'a toujours dit « tout vient à point à celui qui sait attendre ». Et en fait, je voulais faire les choses, et j'étais trop impatient. Et en fait, il avait raison. En fait, il faut prendre son mal en patience et continuer. Et au final, ça finit par arriver. Ne rien lâcher. Ouais. Je pense que c'est le meilleur conseil qu'on m'ait donné. Et je le donne à beaucoup de gens. Le message est passé. Ouais. Alors, parfait. Alors, on parle de promotion musicale depuis tout à l'heure, enfin de promotion de nouveaux artistes, d'artistes émergents. Il y a un artiste émergent qu'on a envie de vous présenter. Peut-être que vous le connaissez tous les deux. C'est Romain Garcia. Qui est sur Paris et c'est un nom que vous allez en tout cas beaucoup entendre, je pense, dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Il a fait beaucoup de bruit avec son morceau en collaboration avec Ben Bomer, Cappadocia. C'était la première release sur Cercle Records. Et là, il va faire aussi beaucoup de bruit avec son nouvel EP sur Anjuna Deep. On est allé le voir en studio pour qu'il nous parle de tout ça, pour qu'il nous présente sa manière de travailler. On le découvre tout de suite donc en studio. C'est le portrait de Romain Garcia. Romain Garcia, c'est un projet musical qui est officiel depuis, on va dire, 2 ans maintenant. Le but, moi, de ma musique, c'est vraiment le voyage, le rêve, avoir une musique très naturelle alors que tout est numérique. Et donc après tout ça, dès que j'ai commencé à trouver et à avoir des musiques qui me plaisent, à commencer à me produire dans des petits clubs à Paris. Ensuite, j'ai composé une musique du coup avec Ben Bomer qui s'appelle Cappadocia, qui est sorti chez Cercle, qui m'a mis pas mal en lumière. Et ensuite, j'ai sorti White Flag. Et avec ces 2 sorties seulement, j'ai signé du coup un contrat d'édition. Je suis en édition du coup chez Cercle maintenant. Et je suis arrivé du coup chez Cutting Aside en septembre, qui maintenant s'occupe de mon projet. Bienvenue chez Cutting Aside. Donc c'est l'agence où j'ai signé en septembre. Et donc là, il y a Tiffen qui travaille. Et ensuite, il y a Mathieu, donc voilà, qui s'occupe de mon projet. Mathieu qui est mon manager. Et Tiffen qui suit également mon parcours et qui m'aide sur beaucoup de tâches, vraiment, surtout l'anglais. C'est rare que tu mettes pas le pied sur ton étang, quoi. Ouais. Non? Ça fait très anglais en fait. Ouais, là je vais partir sur un break. Avec plus de percus, tu vois. Je vais faire jouer un peu comme, comment ils s'appellent les anglais là qui marchent bien aussi? Bicep? Ouais, je vais faire un peu à la bicep. Et là, 3, tchou. Et là d'un seul coup, gros up. Et repartir sur un truc gros mélancolique. Ouais. Ouais. Mais... Kick, 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 kick. Ouais, kick. Je sais pas si je vais faire kick, kick, kick sur celle-là. Ok. J'ai envie de tenter le breakbeat à fond, tu vois. Ça reste comme ça, ouais, je pense que ça a un nouveau thème à apporter. Puis avec la trompette, il y a un côté un peu polka que j'aimais bien aussi. Tout le monde l'avait en tête quand j'ai fait écouter la trompette, tout le monde était là. Pam, 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 tin, 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 tin. Et j'aime bien quand il y a des trucs qui restent en tête. Et là, je vais voir ce que je vais faire. Ouais, trop cool. Bon, voilà. Trop cool. Petite dernière. Hein? Me dis pas que c'est trop cool parce qu'il y a la caméra. Hein. C'est nul. Ou alors, ce que je peux faire, c'est faire cette partie très mélancolique mais plus courte, revenir sur le break et après, poum, je tape. Ouais, mais genre 2 tiers, quoi, 2 tiers du morceau. Hein. Ouais. Et bah aujourd'hui je vais vous présenter le morceau Ona qui figure sur l'EP Before You Go qui est sorti chez Anjuna Deep il y a quelques semaines. En fait tout a commencé finalement avec la voix et donc je vais vous faire écouter le début.
dessus, on entend le. Ce qui donne un groove et on apporte quelque chose un peu rêveur déjà dans cette musique. Et là vont arriver les voix. On les entend. Elle commence à monter. Et donc là en fait sur le morceau je fais descendre l'arpège pour laisser place à un break on va dire un peu mystérieux, très léger pour faire un build-up assez impactant pour que le drop il tape bien et que ce soit un moment où tout le monde danse, tout le monde saute, où tout le monde s'amuse quoi. Et une basse qui est très très généreuse qui va donner cette chaleur en fait à la musique. Je vais vous la faire écouter. Et cette basse, elle est légèrement guidée, c'est pour lui donner un côté naturel, c'est-à-dire au lieu de changer directement de note, il va y avoir un moment, ça fait comme ça. Et elle remonte. Et à la fin, on met le tout, plein de violon, plein d'harmonie, pour avoir vraiment quelque chose du rêve, quoi. Ce morceau, il me tient vraiment à cœur. Parce que c'est un morceau, je m'en souviens quand je l'ai envoyé à Ben, pareil avec Lights, il y a eu une superbe entente sur le morceau en mode « Waouh, mais mec, trop bien !» J'ai trop kiffé, donc ça me fait super plaisir et surtout j'ai eu énormément de retours par rapport à ce morceau. Pourquoi les voix il y en a sur presque tous mes morceaux et souvent elles veulent rien dire aussi, mes voix, parce que j'aime l'idée que le public puisse imaginer et interpréter ce qu'ils veulent des voix. Imaginez, par exemple, sur le morceau Siamo, Siamo, ça ne veut rien dire. Ona, ça ne veut rien dire. Et sur Cappadocia, le fameux Ona Lenta, je ne sais même pas si je le prononce bien, mais c'est finalement des mots, les gens ils s'imaginent ce qu'ils veulent et la plupart du temps, je vois des réponses plutôt sympas, belles. Voilà. Pour moi, ça veut dire quoi? Ça dépend des jours, je pense. Quand je les réécoute ou quand je les joue, à chaque fois, j'ai l'impression qu'elles veulent dire des choses différentes. Je pense qu'elles marquent un peu le moment où je les joue. À chaque fois que je les joue, je les vois différemment. Ça dépend du public, ça dépend dans moi, comment je suis au niveau de mon set. Et voilà. De retour, Théo au coin du cube avec toi pour parler de ton nouvel album, Infinity, qui vient de sortir. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? C'est quoi l'histoire de cet album? En fait, j'étais dans le processus de création un peu avant le premier confinement. Et j'avais des idées en tête, mais j'ai juste jeté des brouillons, quoi, sans vraiment avoir un objectif. Et quand tout s'est arrêté, moi, je me suis vraiment posé beaucoup de questions. Je me suis demandé, est-ce que nous, on va pouvoir revenir sur scène, quoi? Est-ce qu'à un moment donné, ça va s'arrêter? En fait, on était tellement dans le flou, on savait rien. Vraiment, le premier mois, c'était la question, quoi. Et ça m'a fait réaliser une chose, c'est que, en fin de compte, on n'est pas, on est tout petit face à l'univers, face à la nature, face à en fait ce qui peut reprendre le dessus. Nous, on vit notre vie, notre petite routine pour la plupart. En fait, quand on remet les choses en perspective, on est insignifiant, quoi. Et donc, en fait, c'est la différence et la perspective entre ce qu'on vit qui m'a fait naître ce concept d'infinité. En fait, l'infinité, c'est quelque chose qu'on ne peut pas percevoir, en fait. C'est inimaginable. Donc, c'était un peu dans cette réflexion-là sur moi-même, sur qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on vit, que j'ai déclenché ce thème autour de l'album. Et en fait, chaque morceau, après, a son propre histoire autour de ça. Ouais, on ressent beaucoup dans l'album des émotions. Alors, est-ce qu'il est très personnel, du coup? Ah oui, de toute façon, on le ressent énormément. Je pense que je fais de la musique que personnelle. C'est-à-dire que j'essaye d'être le plus sincère dans ma démarche et systématiquement. Quand je suis au studio, je me laisse un peu guider par mes émotions. Je m'imprègne de ce que je vis dans le moment présent. Et du coup, chaque morceau a son moment de vie. Si je pouvais en citer un en particulier, c'est le premier single que j'ai fait. Il s'appelle Millie, c'est le prénom de ma fille. Et c'est le premier morceau que j'ai fait après sa naissance. Donc c'était un peu avant que le concept d'infinité vienne. En fait, je me suis vite rendu compte que mon amour envers elle, il était infini. Donc j'arrive même pas à le percevoir, l'amour que j'ai envers elle. C'est
C'est incroyable. Donc, c'est sorti le jour de son anniversaire. Ouais, alors du coup, pour essayer de faire un petit hommage, peut-être que quand elle sera grande, elle sera fière de ça. Le jour de son 2e anniversaire, j'ai sorti exactement le morceau, quoi. Donc voilà. Ouais, donc ouais, toute ma musique est très très personnelle. Il y a toujours dans la période dans laquelle je vis et ce que je traverse, c'est souvent retranscrit dans ma musique, même involontairement, quoi. Est-ce qu'il y a des périodes, excuse-moi, qui sont compliquées dans ton système de production? Si tes émotions t'influent un peu trop et que tu n'as plus envie de produire? Alors, j'ai toujours envie de produire, c'est plus la difficulté de trouver le temps. Et des fois, peut-être le problème que je peux avoir, c'est que des fois, je vis quelque chose, j'ai beaucoup d'émotions, je vais le poser et je ne vais pas avoir le temps d'y retourner. Et quand je vais y retourner, mon émotion ne sera plus la même. Et donc souvent, c'est des morceaux que j'abandonne. J'ai besoin de... Même si l'idée est posée là, il faut vraiment que l'âme et l'émotion dégagée, elles soient imprégnées. Et après, par contre, je reviens en arrière sur l'aspect production. Mais si les mélodies que j'ai écrites ne sont pas suffisamment abouties dans le moment où je suis, souvent, quand j'y reviens, ça ne fonctionne pas. Ça me surprend parce qu'au final, il y a une cohérence énorme entre ton album et chacun des tracks disponibles. Et du coup, c'est que tu l'as produit en combien de temps? Est-ce que tu as eu le même feeling au fur et à mesure de ton album? Non, alors je pense que j'ai une patte artistique, c'est-à-dire que dans ma façon de produire, j'ai un peu les mêmes mécanismes, les mêmes réflexes et aussi les mêmes affinités pour la sonorité des éléments. Donc en fin de compte, le lien, il se crée un peu par ça. Mais les émotions, elles sont diverses et variées. Je reprends l'exemple de Millie, j'étais plutôt dans une joie, dans une euphorie et un questionnement. Et il y a un autre morceau qui s'appelle Unlocked, et c'était le moment où je me demandais quand est-ce qu'on allait être libéré, quoi. C'est donc plus impatient, énervé, c'est pas du tout les mêmes émotions. Alors les sonorités peuvent se ressembler parce que c'est mes affinités, et ça change pas, peu importe mes émotions. Mais par contre, le propos et la couleur le propos du morceau, quoi, réellement, il n'est pas le même. Après, tu dis que c'est des morceaux, enfin, une manière de réfléchir qui est très personnelle, mais il y a des collaborations aussi sur cet album. Du coup, est-ce que tu peux un peu nous en parler? Du coup, comment tu t'influences avec les autres artistes? Qu'est-ce qu'elles représentent, les différentes collaborations? Voilà, c'est ce que tu peux nous en dire. Alors déjà, les 4 artistes, c'est des amis proches, quand on échange énormément, donc il y a déjà un lien très fort avant qu'on se pose au studio. Alors, Alson et Céas, avec qui j'ai fait une collaboration chacun. Dans mon précédent album, on avait déjà fait une collaboration à 3. On se connaît très bien, même musicalement. On échange énormément, tout le temps. On a une espèce de groupe sur Messenger où on s'envoie nos trucs et on n'arrête pas de discuter. Donc, on s'influence les uns les autres. Pour Céas et Alson, on a dû revenir 2 fois en studio. En fait, c'est pour ça que dans l'album, il n'y a qu'un seul morceau 2, mais que quand on a sorti les singles, il y a aussi une phase B avec un autre morceau. En fait, on n'était pas assez satisfait du premier pour se dire on va faire un deuxième. Et en fin de compte, quand on a fini le deuxième, on s'est dit mais le premier il est bien. En fait, c'est juste qu'on n'avait pas assez de recul, on n'était pas assez, pas assez de recul tout simplement. Et donc en fait, je leur ai proposé qu'on fasse ça, quoi, qu'on garde celui qu'on aime le plus pour l'album et que l'autre on le perde pas, quoi, que ça soit vraiment quelque chose. Après. Joris, c'était mon voisin. Alors j'ai déménagé récemment, mais ça a été mon voisin. Et pareil, on se voyait régulièrement, surtout quand on a commencé à être libéré, mais pas en même temps que les clubs rouvrent. Nous, ça nous permettait de nous voir et de pouvoir échanger la musique et nous stimuler mutuellement, quoi. Et avec Joris, on échangeait. Et puis un jour, je lui présente une idée. Je lui dis, écoute, moi j'aimerais bien que tu apparaisses sur l'album. En même temps, je voulais pas qu'il sente que je bénéficie de sa notoriété. Donc je lui ai proposé naturellement, qu'est-ce que tu penses de ça et tout ça. Donc de fil en aiguille, ça s'est fait comme ça. Et, en fait, le track, il est arrivé méga vite. Ça s'est fait de façon... On en revient à ce que je disais, c'est-à-dire que l'empreinte, elle a été posée au moment où on vivait chacun respectivement nos trucs et on a tous les deux posé nos émotions. Le dernier que je dois citer, c'est Mashk. Lui, c'est le seul avec qui on n'a pas été en studio ensemble. En fait, j'avais très envie de... il est prof de conservatoire, donc une oreille absolue, une connaissance de la musique incroyable, des capacités dingues. Et j'avais envie de mettre du piano
d'un autre artiste dans un de mes morceaux. Et je lui dis, écoute, je te propose qu'on fasse ça, envoie-moi ce que tu as sur le cœur, fais-moi un petit projet et envoie-moi ta partition de piano. Il m'a envoyé un truc, ça durait peut-être 15 minutes, ça se développait, c'était beaucoup trop, mais en même temps, il y avait tellement de choses intéressantes. Donc je lui ai dit, écoute, je vais aller à l'essentiel du truc, on va découper les parties, et en fait, peut-être le soir même ou le lendemain, je lui ai envoyé le morceau terminé, je lui ai dit, tu veux faire quelque chose? Et il m'a dit, non, c'est parfait, et le morceau était terminé. Du coup, tu lui as laissé quand même une totale liberté sur la production, sur sa coopération, quoi. Ah ouais. Ah ouais, complètement. Tu n'as eu aucun mot à dire et t'as... Ça c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment important pour moi. Les gens, ils n'arrivent pas à se livrer si on leur met des barrières. Et c'est valable dans tous les domaines de la vie. C'est-à-dire que si on enferme les gens dans quelque chose, qu'on veut les driver, ça ne fonctionne jamais. En fait, si on leur dit on a confiance en toi, crois en toi, les gens, ils se donnent le meilleur d'eux-mêmes, quoi. Vraiment. C'est quelque chose, tu parlais de ta fille, c'est quelque chose que tu voudrais lui apprendre, ça, par exemple, le fait de ne pas se mettre de barrières ou de... J'espère que je serai en mesure de lui apprendre. J'espère. Ouais. Alors, on va rester sur le côté album et actualité. Il y a quelques semaines, d'une toute autre artiste, c'est Adele, qui a demandé à Spotify, avec succès, que les morceaux des albums, je ne sais pas si tu as vu ça, ne soient plus lus dans l'ordre aléatoire et lus dans l'ordre dans lequel ils sont sur l'album. Juste, voir ta réaction un petit peu par rapport à tout ça. Moi, je suis très très content que Adele elle ait fait ça. Je comprenais pas pourquoi, quand on écoute un album, le vrai bouton play, c'était aléatoire. C'est pas logique. Un artiste qui crée une œuvre, il n'a pas envie d'écouter aléatoirement. Enfin, il n'a pas envie que les gens écoutent de façon aléatoire. C'est-à-dire qu'on crée un fil continu. L'œuvre, elle est censée s'écouter dans l'ordre. Moi, je n'ai jamais compris ça. Alors, on pouvait, en cliquant sur le premier morceau, ça allait dans la lecture normale. Mais c'était pas logique. Ça devrait être plus logique comme c'est maintenant. C'est-à-dire que si tu choisis que c'est aléatoire, mais écoute dans l'ordre que les artistes proposent. Il y avait parce que tu racontes une histoire. C'est travailler le sens des morceaux, l'ordre des morceaux et travailler pour raconter l'histoire. C'est extrêmement réfléchi. Il n'y a pas un artiste qui se dit allez, on jette les dés et voilà, et on y va, quoi. Ouais. Non. Je suis très content que enfin c'est échangé. Et justement, pour après développer cette réflexion plus sur le public et la consommation et l'écoute de la musique aujourd'hui, comment tu la ressens aujourd'hui, l'écoute du public sur ces plateformes de streaming? C'est une question très difficile. T'as le temps de réfléchir s'il faut, t'inquiète. Ouais, non, mais c'est difficile en fait de se mettre dans la peau des gens. Je pense que chacun a ses habitudes, et même moi j'ai mes habitudes, et en réalité mes habitudes elles sont différentes de je pense que ce que écoute mon public, quoi. La plupart des choses que j'écoute ne sont même pas de mon style, quoi. La playlist que j'écoute le plus, c'est Lo-Fi Girl, parce qu'à chaque fois que je travaille, c'est un truc qui est un peu en fond et qui me permet de me concentrer, c'est super. Enfin, quand je travaille autre chose que de la musique, évidemment, hein. Mais ouais, c'est assez reposant. Et, donc moi, l'écoute que j'ai de Spotify, est-ce que c'est la même que les autres? J'en ai pas la moindre idée. Parce que je pars un peu d'un constat, mais du coup qui est le mien et qui est uniquement le mien, mais j'ai un peu l'impression qu'aujourd'hui il y a beaucoup de morceaux qui sortent, beaucoup, et ce qui fait que quand il y a un morceau, même qui est bien, qui sort, on va l'écouter une fois, deux fois, pendant une ou deux semaines, un mois peut-être, et après il va être noyé par le flot d'autres sorties. Je sais pas si vous ressentez ça aussi. Oui, je comprends ce que je veux dire. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez et qui... Ouais. Oui, alors du coup, je comprends mieux ta question d'avant. Et c'est notamment pour ça que mon album, il y a 11 titres et on a décidé de faire 6 singles, ce qui est énorme. En réalité, la plupart des gens ne font pas ça. Mais nous, vu qu'on a compris que les gens consomment la musique assez rapidement, si je sors un album de 11 titres sans avoir fait des sorties au goutte à goutte, souvent je vais avoir des morceaux qui vont finir à la trappe. Donc en fin de compte, pouvoir les sortir au goutte à goutte, ça permet de garder l'attention sur un morceau pendant une période et puis de passer à un autre et à un autre et à un autre. Bon, évidemment, on peut pas faire ça, on peut pas faire 11 morceaux et puis... Bien sûr, après t'en sors un tous les mois. Enfin, pourquoi pas? À vrai dire, pourquoi pas? Ça se trouve des gens font ça dans d'autres styles, j'en sais rien. J'ai déjà vu sur d'autres styles plus club. Eh ben voilà, ça m'étonne pas. Ça me paraît tout à fait cohérent et logique dans la façon dont les gens peuvent, oui, consommer la musique, comme tu l'as dit. Ouais. Du coup, il y a peut-être la question à se poser finalement, comment faire sur un format album du coup qui est long,
à une époque où tout le monde écoute, enfin tout le monde, de manière générale écoute les choses courtes, faut que ça aille vite, comment faire exister un album sur le long terme? Il y a peut-être une question du coup à se poser et à ouvrir par rapport à ça. Bonne question. Mais du coup, ramener à ton album, du coup, Infinity, comment, par exemple, toi, tu as envie de faire vivre cet album sur le long terme? Alors déjà, je vais essayer de pas trop sortir de morceaux, pouvoir vraiment montrer que les morceaux que j'ai faits, ils peuvent avoir une vie dans la durée. C'est-à-dire que j'ai pas envie que je jette une œuvre et qu'elle soit éphémère, en fait. Et puis, quelque part, elles vont être à tout jamais sur Spotify, et les autres plateformes, hein. On va pas citer que Spotify d'ailleurs. Donc oui, le but c'est de pas trop sortir de morceaux derrière, donc je vais quand même me limiter. Mais aussi donner l'opportunité à d'autres artistes de réinterpréter les morceaux. Voilà. Donc aujourd'hui, on a des remixes qui sont en préparation. Pour l'instant, je préfère ne rien dire du moment que les remixes ne sont pas terminés. Pour X ou Y raison, si ça ne se fait pas. En tout cas, il y a de très belles choses qui vont arriver, j'en suis certain. Ouais, tu le vois comme un second souffle, en fait. Exactement. Qu'il y ait des remixes de l'album. C'est un peu, je livre quelque chose et j'en suis plus le maître. Et un autre artiste que j'affectionne va le réinterpréter. Donc voilà, ça va lui donner aussi un second souffle à l'album, comme tu disais. Est-ce qu'il y aura une sortie vinyle, du coup, pour retrouver un peu ce côté physique Ouais. Alors, oui, il y a le vinyle qui est prévu. Le problème, c'est qu'en ce moment, il y a des ruptures conséquentes de matières premières. Et aussi que les majors prennent d'assaut les usines. Et donc passent en priorité. Pour être transparent, nous, on a passé commande déjà en août. Et aujourd'hui, on est en février. L'interview est faite en février. Et on n'a toujours pas reçu les vinyles. Donc on est toujours dans l'attente de recevoir les vinyles. Il y a un délai incroyable. Je pensais qu'on avait pris de l'avance et qu'on était vraiment en avance. Et en fin de compte, avec la crise du Covid et des matières premières, ben aujourd'hui, les usines sont prises d'assaut par les majors et on passe en second plan les artistes indépendants. Et tout se retarde. Alors j'ai juste envie de revenir, parce qu'on est très seul depuis tout à l'heure, hein, mais sur les remixes, est-ce que c'est déjà arrivé que que tu demandes à un artiste de faire un remix et il t'envoie un truc que t'aimes pas du tout, c'est complètement à côté? Oui, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Le truc, c'est arrivé souvent quand c'était pas mon propre label. Parce que déjà, c'était souvent pas moi qui choisissais le remixeur. Donc forcément, si l'artiste, je le connais pas et que je n'aime pas sa musique, mais que la personne du label, lui, aime sa musique et croit en lui, en fin de compte, c'est le label, il m'a pas trop donné... ouais, t'as pas le choix. Ouais, soit j'ai pas le choix, soit il m'a pas vraiment demandé mon avis, et puis c'est un peu comme ça. Après, moi, j'ai envie de travailler dans une relation de confiance, et on en revient à ce que je disais, c'est je lâche une œuvre et elle est réinterprétée par quelqu'un. Ça peut ne pas me plaire, c'est pas grave, c'est pas le bout du monde, quoi, hein. Moi, mon œuvre à moi, si je l'ai sortie, c'est qu'elle est suffisamment cohérente. Je vais pas dire que j'en suis content, mais suffisamment cohérente pour que ça sorte, quoi. Voilà. Est-ce qu'on t'a déjà proposé de remixer alors que l'artiste t'a proposé quelque chose qui t'a beaucoup plu? Ou ça venait de nulle part, dans un sens? Si j'ai bien... Alors pour les demandes de remix, j'avoue que j'en reçois énormément. Ok. Depuis longtemps. À un moment donné, tout ce qui me plaisait, je remixais. On me demandait un truc, si le morceau me plaisait, je disais bon allez, feu, on y va, on y réfléchit. Aujourd'hui, vu que j'ai moins de temps et que c'est pareil, en fin de compte, depuis que j'ai fait mon premier album et maintenant le deuxième, et que j'essaie de donner vie à cet album, il faut pas trop que je fasse trop de choses. Alors, je le dis encore, on est en février, il y a un remix de Joachim Pastor qui va sortir, que j'ai fait pour Joachim Pastor, pour son album, que lui m'avait fait un remix sur mon premier album. On avait fait une espèce d'échange de bons procédés. Et voilà, moi, le morceau qui m'a proposé Joachim, je le trouvais extraordinaire. Et en même temps, c'est Joachim Pastor. J'adore la personne, j'adore sa musique. Je ne pouvais pas ne pas refuser, quoi. Donc, je me limite un peu dans mes choix, mais par contre, je ne remixerai jamais un morceau que je n'aime pas. C'est-à-dire qu'il est hors de question que si ça me plaît pas, désolé, ça ne me plaît pas, ça ne me touche pas, j'aurais rien à y apporter. Pourquoi? Enfin, même si le gars c'est Tale of Us ou je sais pas quoi, si ça m'inspire pas, pourquoi je ferais ça? Dans un but opportuniste, non. En fait, j'ai pas envie de faire ça. Vraiment.
comme tu le sais, pour rester maître de ce que tu fais et toujours maîtriser. Alors, ce que je te propose, avant de parler de ton live, et aussi on a encore quelques surprises pour toi, je vous propose de partir dans les rues de Lyon. C'est notre micro-trottoir. Je sais pas si tu as déjà vu le cube à l'air, tu vois, toujours dans les jeux de mots. On a envoyé du coup un autre reporter pour parler avec les passants de la réouverture des clubs. On a voulu prendre un petit peu la température, voir finalement comment les gens se sentaient à cette réouverture de club. Je vous propose donc de découvrir ça tout de suite. C'est le cube à l'air. Salut, bienvenue dans ce Cube à l'air. Et pendant que notre cher reporter Jérémy est en RTT, nous on a décidé d'aller à la plateforme, un endroit mythique à Lyon qui vient de rouvrir pour la première fois après le Covid. Et ce soir, c'est papa-maman qui s'occupe de la soirée. Et du coup, on va aller un petit peu se balader. On va vous demander, vous, comment ça fait de revenir faire la fête ici après un long moment d'absence. Et du coup, c'est parti, on y va. Moi, j'ai une question très importante à vous poser. Comment ça va? Oui, ça va et vous? Mais ça va, merci. Non, il faut pas me voyer parce que là, je me sens vieux, donc. D'accord, comment ça va? Toi? Et toi? Bah ouais. Ah mince, il a tout pété là sur la caméra. Ah ouais, là on a niqué le truc là. Bonsoir. Ah ouais, quoi? Ça va bien? Ouais. Est-ce que je gêne à un moment précieux? Non, c'est bon. C'est bon? Ah, génial. Comment ça va? Bah ça va, très bien. Pas très bien parce que mon verre est vide. Le verre est vide. Il va falloir aller penser à le recharger. Ouais. On va y aller. C'est important ça marche. Bon, juste avant que tu ailles le recharger, moi j'ai 2-3 questions à te poser. Dis-moi. Déjà, ça fait quoi de revenir faire la fête après tout ce temps de Covid qui est bien chiant? C'est la folie. C'est trop cool. Ah ouais, on fait TB, ça y est. Exactement. Merci pour ta intervention. Très belle intervention, très belle intervention. Tu as encore droit à un mot en plus si tu veux. Exactement. Ça fait longtemps que la plateforme est fermée et ça me fait très plaisir d'être là ce soir. Mais ça fait plaisir vraiment, ça fait plaisir de voir plein de gens qui se marrent, qui font la fête tous ensemble. Et moi je suis complètement enculé et donc c'est très cool. C'est pas le Covid qui compte, c'est faire la fête. Hein. On s'en bat les couilles. Hein. Ça c'est bien dit, ça c'est très bien dit. Ah, je connais Meet and Greet. Ah ouais? Hey! Oh! Elle connaît! Est-ce que tu trouves que l'ambiance a changé par rapport à avant le Covid? Franchement, j'ai l'impression que l'ambiance elle est revenue direct, frère. C'est la même. Ils font plus la fête. En vrai, ah ouais. Ils rattrapent un peu le temps perdu là, non? Ouais, les gens sont très contents. Les gens sont très contents de sortir, ils sont tous heureux et ils ont vraiment envie de faire la fête. Moi, ce sourire là. L'ambiance elle est meilleure qu'avant, mais on sent qu'il manque un peu de monde. Il y a certains qui restent encore un peu chez eux et tout. Mais je pense que... Ça va revenir. Ouais, tout le monde a envie de sortir, tout le monde a envie de s'amuser. Enfin, c'est un truc, ça va reprendre, c'est normal. Et je pense que les girafes, c'est un coup monté. Merci pour la blague, c'est important. Écoute, magnifique, hein, la fête, on sait faire. Donc, petit pas de danse. En plus, j'ai... Regarde. Hop. En fait, sans les lunettes, tu me rappelais quelqu'un, mais avec les lunettes, franchement, je sais pas quoi. Ouais, mais c'est ça, mais je les ai toujours portés. Ouais, je comprends, ouais. Bonne soirée à vous, j'aime pas trop les micros. Merci beaucoup. Mouais. Demain, imaginez, vous êtes président de la République, vous devez faire un truc pour la musique électronique, vous faites quoi? C'est de passer à 110 décibels au lieu de 103. J'autorise déjà les soirées en centre-ville au-delà de 4h du matin. Pas mal. Et toi, tu fais quoi? Moi, tous les soirs, Rapta, nuit sonore, tous les soirs c'est nuit sonore. J'aime pas la techno. Qu'est-ce que tu fais là alors? Mais il y a mes potes. Faire en sorte que ce soit plus développé et que... Autoriser plus de rêve parties, ce genre de truc, tu vois. Lâcher du lest sur les free parties, tu vois. Ouais. Vraiment. Le plus gros festival de la Terre. Vraiment. Il ressemble à quoi ton plus gros festival? Le Dawa complet. C'est une bonne question. Un truc à faire quoi. C'est-à-dire que vraiment en mode... Légalise les tases. Non mais toi ta gueule. Je pense qu'il devrait y avoir plus de prévention sur la drogue. Et je suis vraiment hyper sérieuse là-dessus parce que je trouve qu'il y a beaucoup dans la nouvelle génération, il y a beaucoup de personnes qui prennent de la drogue sans pour autant se rendre compte des conséquences qu'il peut y avoir. Et on voit beaucoup de catastrophes justement depuis que ça a repris. Donc je pense plus de prévention ce serait pas mal aussi. Je trouve qu'il y a souvent les mêmes artistes qui passent, les têtes d'affiche. Et du coup ça serait bien de varier un petit peu. Et du coup ça nous permettrait de déjà redécouvrir les boîtes parce que du coup ça serait une nouvelle approche dans les boîtes.
et en même temps de découvrir des artistes qu'on connaît pas forcément, plutôt que revoir les artistes qu'on connaît déjà, qu'on a déjà vu pas mal de fois. Après, il y a des incontournables, genre Joris Delacroix et tout, genre je suis pour, tu vois, mais je suis aussi pour mettre des nouveaux artistes. Il faut qu'il y en ait plus de boîtes, plus d'artistes pas connus, plus de monde. Plus de variété. Plus de variété. En vrai, tu vois, ce que je trouve dommage, c'est le pass culture. C'est que pour les jeunes, tu vois. Mais genre de moins de 18 ans. Mais en vrai, tu vois, genre, je trouve ça dommage que ce soit accessible que pour les gens qui ont 18 ans ou moins. Je pense qu'il faudrait que ce soit accessible jusqu'aux années étudiantes, quoi. Ouais, c'est ça. Si, imaginez, demain, vous êtes président de la République, vous devez prendre une mesure en faveur de la musique électronique, ce serait quoi? Je suis en mode, j'inscris la techno dans le livre d'histoire pour que les gens ils soient en mode, c'est pas du son chelou, tu vois. Il y a trop de gens ils sont en mode c'est du son chelou. Moi je mets ça dans les livres d'histoire en mode les gens c'est un truc normal. Pour les gens. Tu mets qui dans les noms à mettre? Tu mets qui? Tu mets Jeff Mills, Laurent Garnier? En vrai je mets Laurent Garnier, je mets je sais pas plein de bails, tu vois, tous les bails en mode même Amélie Lenz, tous les bails, enfin n'importe quoi en fait. Tous ceux qui font de la musique alternative, je les mets dedans, tu vois. Je les mets dedans. Ah mais il y a tant de choses à faire. On a tant été oubliés, putain. Là tu réveilles la colère. Moi pendant le Covid on a été les oubliés. Rien n'a été fait pour nous. Pour les clubs, pour les DJ, pour les intermittents. On a été les oubliés. On est des gens, on est porteurs d'émotions, on est porteurs de bonnes vibrations, on est porteurs de lâcher prise, on est des gens essentiels. Et ça n'a pas été assez dit. Et je suis content qu'on puisse refaire notre métier et j'espère que ça va se restructurer autrement et qu'on pourra faire les choses différemment et ouvrir nos cœurs et faire en sorte que la musique soit un vrai vecteur d'évolution de nos sociétés. Alors Théo, on est de retour avec toi pour la dernière partie là, de Meet and Greet, la dernière partie un petit peu plus courte. Ce que je te propose, c'est des petites questions pour des réponses rapides. Et la première, tout simplement, ton tips pour une barbe de qualité. Ne rien faire. Rien faire. La vérité, c'est que tous les produits que j'ai pu essayer dans le passé, couper régulièrement, ça ne fonctionne pas. C'est du marketing. Ne rien faire. Et puis, moi, je mets sèche-cheveux tous les jours. Voilà, ça marche. C'est tout. C'est noté. Une autre passion, peut-être en dehors de la musique? Je pourrais dire la cuisine. J'étais cuisinier avant de pouvoir vivre de la musique. Et à l'époque, c'était pas du tout ma passion parce que le métier de cuisinier est très dur. Mais maintenant que j'ai quitté, je prends vraiment énormément de plaisir à faire. Ta spécialité? Il y a un truc où j'ai appris dans le premier restaurant où je bossais, c'est de la dorade au cœur moelleux de moutarde. C'est pas mal, du coup, c'est une dorade qu'on ouvre à l'intérieur avec du fromage à la moutarde et c'est délicieux. Voilà, tout le monde a faim maintenant. On remercie Théo. Être jeune papa, est-ce que ça change la manière d'exercer sa carrière? Ah oui, 100%. Même ça change tout. C'est le premier enfant qu'on a, il bouleverse radicalement tout. Est-ce que tu trouves le plus difficile en tant qu'artiste indépendant? Des fois, manquer de conseils. Des fois, se poser beaucoup de questions et être peut-être un peu perdu des fois. Ouais. Une chose que tu n'as pas réalisée encore dans ta carrière et qui te tient à cœur? Aller en Amérique, du Nord et du Sud. J'ai jamais fait ni l'un ni l'autre et j'aimerais beaucoup. Bah écoute, je te le souhaite. Et enfin, on est en période électorale. Si tu devais parler de la musique électronique au président, qu'est-ce que tu lui dirais? Je sais pas si ça l'intéresse vraiment. Ça serait difficile. Et puis, parler à un président, j'arrive même pas à le concevoir, en fait. C'est peut-être que... de la culture. Peu importe, imagine un représentant, en tout cas, quelqu'un qui a une importance, en tout cas, au niveau de l'État. Il faudra lui parler de musique électronique, un sujet, une chose. En tout cas, en France, j'aurais envie de dire, c'est pas ce que vous vous imaginez, quoi. J'ai l'impression qu'on est beaucoup discriminés et que ça devrait pas, en fait. Les gens, ils font juste la fête. À quel niveau tu dirais? Tu trouves qu'il y a trop de répression? Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de répression. Et même pendant la crise du Covid, on voit que les clubs, c'était les derniers à qui on pensait, quoi. Il y a tellement de clubs qui se sont retrouvés au pied du mur, quoi. Et c'est parce que l'État n'y pense pas, quoi. Alors, quand on compare à l'Allemagne où ils ont mis ça au patrimoine, hein, c'est ça, si je dis pas de bêtises. En fait, à l'inverse, c'est que nous, c'est presque pas de la culture, en fait, en France. Ouais, on est réprimandé en permanence, quoi. En effet, il y a eu cette histoire qui avait fait un petit peu du bruit dans le secteur. En effet, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, qui avait
déclaré que les clubs devaient être du côté du ministère de l'Intérieur et non pas de la culture. Et c'est ça en fait qui avait fait aussi beaucoup de bruit. Ah ok, tu vois, je savais pas. Le confinement. Ouais, ok. Donc voilà, pour remettre un peu dans le contexte. Ouais. Alors on va continuer avec les petites surprises. Alors tu as eu celle de Joris Delacroix, mais tu as un autre artiste avec lequel tu as collaboré qui avait une question pour toi. Non, allez. Et là, tu pouvais pas y échapper. Yo poulet, j'espère que tu vas bien. Il y a les copains de Meet and Greet qui m'ont proposé de te faire une petite surprise et de poser une question sur éventuellement un souvenir, une soirée ou quoi. Alors, j'ai beaucoup réfléchi, il y en avait beaucoup, et je voulais savoir si tu te souvenais de l'échange d'APC qu'on a fait en plein live à l'Hibernation Festival, où c'était une catastrophe totale. Et voilà, et ça sera l'occasion du coup de raconter devant tout le monde aussi un petit peu ce qui s'est passé. Je te fais des bisous, on se voit bientôt, bisous à toute l'équipe Meet and Greet, et à bientôt les gars, ciao. Trop bien, ouais. Bah, à cette date-là, on était au pied des pistes, donc il faisait un froid, enfin c'est l'hiver, il fait froid à la montagne quoi. Et avec l'humidité, mon APC40, une de mes machines, ne réagissait plus, et plus du tout. Déjà, par chance, lui aussi en avait une. Lui aussi avait joué juste avant moi et elle fonctionnait. Sauf que la sienne, elle fonctionnait pas tout à fait. C'est-à-dire que j'avais certains de mes boutons qui, lui, ne fonctionnaient pas bien et réagissaient très mal. Donc en fait, j'ai pris son APC, il m'a pas dit que les fameux boutons ne fonctionnaient pas bien. Elle l'a complètement largué, j'ai essayé de faire des choses, je voyais sur mon écran les potards bouger tout seuls, j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe quoi? Catastrophe totale, devant les gens, donc de stress. On a essayé de faire ce qu'on pouvait, je pense que j'ai survécu le truc, mais je l'ai pas bien vécu quoi. À chaque fois que j'appuie sur un bouton, je me disais, mais est-ce que celui-là il va marcher ou pas? Après lui il savait, donc il s'en servait pas de ces boutons spécifiquement, mais voilà. La neige t'a fait transpirer quoi. C'est le cas de le dire. Ce que je te propose, c'est qu'on va t'écouter dans quelques instants pour ton live. Voilà, on a beaucoup parlé d'Infinity, mais le mieux c'est de l'écouter. Ouais. Donc si t'es chaud, d'aller voir un petit peu ton matos live, ton setup, ouais, on peut montrer. Et que tu nous expliques un petit peu finalement comment ça marche. Parce que c'est vrai que ce qui est côté DJ set, on comprend, on voit à peu près comment ça marche. Mais les live sets, ça peut paraître un petit peu plus surprenant. Alors, déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas une seule façon de faire. Chaque artiste a un peu sa façon de faire. Donc moi, c'est un setup et une méthode que j'ai développée au fil des années, quoi, que j'ai découvert. Donc, en fait, quand même, tout est basé dans le logiciel qui est à l'intérieur, qui va contrôler ces machines-là. Ça, c'est un synthétiseur analogique, donc ça marche avec du courant électrique et il génère ses propres informations. Donc moi, je ne pianote pas sur le synthétiseur, mais par contre, toutes les modulations que l'on peut faire là-dessus, c'est live, quoi. Donc en fait, ça donne vraiment le cœur et l'intention, c'est-à-dire que l'intensité que je vais donner dans mes morceaux va être principalement liée à ce synthétiseur. Il n'est pas utilisé dans tous les morceaux du live, mais quand même dans une grande majorité. Voilà. Après, et ce petit boîtier? Celui-là, là ouais. Alors, celui-là, c'est un peu gadget. En fait, c'est ce qu'on appelle un pad XY. Donc, je peux faire un effet ça s'appelle l'érosion, pour ceux qui connaissent. Ableton, ça donne... c'est un peu comme un exciteur. En gros, ça va un peu distordre et créer une tension dans le son. Donc, des fois, pour rajouter de l'intensité sur certains de mes éléments, je vais utiliser ça, comme ça, quoi. Voilà. Ça permet d'avoir un peu de souplesse sur le live, quoi. Ouais, mais aussi, encore une fois, donner de l'intensité. C'est-à-dire que quand il y a une communication avec le public, s'ils me donnent de l'énergie, j'ai envie de leur donner un peu plus d'intensité. Et c'est avec ça, et puis aussi celui-là, je peux parler de celui-là. Celui-là, en gros, c'est principalement des effets qui contrôlent à l'intérieur de l'ordinateur, donc des filtres, des reverbs et des délais pour ceux qui connaissent. Et grâce à ça, on peut donner un peu de vie à de l'audio, quoi. Donc cette partie est très utile aussi pour faire vivre le live, quoi. Après, ici, c'est là où je déclenche ce qu'on appelle des scènes et des clips. En fait, c'est des boucles qui tournent en rond, et en fait, je vais progresser au fur et à mesure, je fais défiler, et puis j'ai des nouvelles boucles qui apparaissent, et en fait, je fais progresser mes morceaux un peu en fonction de comment les gens réagissent à ma musique. Donc voilà, c'est toute une méthodologie. Et après, le dernier que j'ai fait, c'est en fait, c'est ce qu'on pourrait appeler c'est ce qu'on appelle un step séquenceur, c'est-à-dire que il va y avoir des carrés qui vont défiler,
Alors, en gros, c'est mon kick, donc le poum qu'on entend dans tous les morceaux de musique électronique. Et grâce à ça, je peux faire des variations quand je veux. Donc souvent en musique électronique, c'est comme ça, donc ça fait poum, 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 et ça revient poum, poum, poum. Mais si je veux de temps en temps faire des variations, il suffit que je change en gros ce qu'on appelle un pattern, donc le déroulement, pour donner d'autres intensités au morceau, quoi. Voilà. Et ça se résume à peu près à ça, quoi. Donc en fait, on pourrait toujours faire plus, mais quand on est tout seul, il faut se limiter à 2 mains. C'est toujours ça. Est-ce que on fait des choix, quoi. Donc voilà mon setup, comment il se présente. Impatient de découvrir. Bah ouais, on va écouter tout ça, mais avant d'écouter tout ça, quand même, je voudrais te remercier encore une fois d'être venu, d'avoir fait tout le trajet et de nous avoir raconté tout ça. Merci à vous. Merci Nickel, comme toujours, de co-animer à mes côtés. Un grand merci. On avait Mathieu derrière la caméra, on avait Martin également, on avait Ludo aussi au son, qui a été accompagné par Seb, comme toujours. Voilà, un grand merci à toute l'équipe qui est venue, qui nous a aidés. Un grand merci aux Collisions, à son équipe, à Ben et à toute l'équipe de nous avoir accueillis. Voilà, j'espère que l'émission vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à liker sur YouTube. C'est vrai que ça aide beaucoup, c'est important pour nous soutenir tout simplement. Et en attendant tout ça, et en attendant la prochaine émission, tout de suite, Théo pour Infinity, un petit extrait. Merci.